Regrettable et pourtant loin d'être un épiphénomène, notamment à chaque veille d'élection. La violence est de plus en plus domestiquée au Sénégal, selon nos interlocuteurs qui se rappellent encore des événements de mars. 14 morts sans suite jusque-là, des jeunes qui ont participé à la manifestation impulsée par des hommes politiques, des opposants qui veulent faire entendre leur voix avec les moyens dont ils disposent, la jeunesse. Et malheureusement, la plupart de ces gosses-là, ou de ces jeunes, ils croient au projet, n'est-ce pas, de l'homme politique, et souvent, ils n'hésitent pas, si vraiment, à se donner corps et âme, vraiment, pour cet homme politique-là. Ces rapports-là ont toujours été, si vous voulez, des rapports plus ou moins opportunistes. Il y a des gens qui n'ont pas, disons, ce recul par rapport au discours des hommes politiques, si bien que ils se laissent manipuler, voilà, et souvent, c'est des gens qui sont dans les extrêmes. Des jeunes qui obéissent au doigt et à l'œil des leaders politiques. Un thermomètre cependant que ces derniers se doivent de stabiliser en évitant toutes sortes d'impunité ou de frustration qui pourraient être l'étincelle d'une série de violences insoupçonnées. Babacar John met en garde la majorité. Souvent, les frustrations, l'impunité poussent le camp adverse à user de tous les moyens pour faire face. Le pouvoir devrait faire attention pour ne pas provoquer la violence. C'était le cas avec Abdoulaye Wade quand il a fait face à Abdou Diouf. Abdoulaye Wade qui disait que je ne marcherai jamais sur les cadavres, à un moment donné, il a appelé ses militants à faire face avec la violence. C'est cet homme qui m'accuse d'assassinat, alors qu'il sait pertinemment que les responsables... 16 février 1994, une manifestation conduite par Maître Abdoulaye Wade se solde par la mort de 7 personnes, dont 6 policiers. L'opposant Wade est mis au banc des accusés, lui qui a appelé la foule à marcher. Et malheureusement, les tenants du pouvoir n'hésiteront pas aussi, si l'occasion se présente, vraiment à utiliser des situations pour vraiment fragiliser, n'est-ce pas, de l'opposant. L'opposition a essayé, en la personne d'Ousmane Sonko, on se rappelle de sa visite chez le Khalife général des Mourides, en disant que parmi ceux qui sont décédés, des militants de mon parti, il y a eu beaucoup de Mourides, il n'y a eu que des Mourides. Je crois que c'était maladroit de sa part. Pour sa part, Bakary Domingo Mané estime que la démocratie doit respirer dans le but d'apaiser la tension palpable. Tout le secret se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand des opposants, disons, sont convoqués à la justice, sont au tribunal, pardon, ceux-là sentent le besoin de se faire accompagner. Pour moi, vraiment, pour apaiser la tension, il faut créer simplement les conditions, disons, de les encadrer. Si on les encadre, je pense qu'il rien ne se passera. D'ailleurs, pour la jurisprudence, toutes les manifestations qui ont été encadrées au Sénégal, il y a 0 blessé, 0 mort, 0 dégâts. Une thèse que Babacar John ne semble pas partager. L'analyste politique invite les opposants à changer de stratégie. Une stratégie qui consistera à rallier les populations à leur cause par des programmes. Barthélémy Diaz est un exemple parmi d'autres. Mais on a l'impression que de plus en plus cette violence est de plus en plus présente au sein de l'espace politique sénégalais. Est-ce qu'on peut en déterminer les causes justement? Ah oui, ça c'est une grosse question. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Je crois qu'il y a toujours les séquelles des événements de mars. Bon, il y a eu une violence inouïe pendant près d'une semaine. On a mal digéré ces événements, que ce soit le pouvoir ou l'opposition. Chacun a sa lecture de ces événements-là. Bon, deuxièmement, les élections locales se rapprochent. Je crois qu'il y a un choc des ambitions au niveau des acteurs politiques, que ce soit à l'intérieur du camp de la majorité ou à l'intérieur du camp de l'opposition. Vraiment, il y a une passion autour des locales. Et cette passion-là, elle est mal gérée à l'intérieur des partis, à l'intérieur des coalitions. Bon, le troisième facteur, c'est qu'il y a une situation, je crois qu'il y a une méconnaissance des règles du jeu. Il n'y a pas de consensus sur l'organisation des élections. Vous voyez par exemple le tollé qu'a suscité les investitures, le dépôt des listes. Mais tout ça participe à un manque de préparation et de maîtrise du processus électoral. Donc il y a plusieurs facteurs qui se combinent, qui expliquent cette tension-là. Elle peut effectivement basculer à tout moment. Donc les acteurs politiques ont intérêt à mieux préparer les locales,
C'est vrai qu'il faut accepter ces ambitions, ces chocs d'ambition, mais aussi il faut l'organiser. Un État, ça s'organise. Et des élections, ça s'organise. Et je crois qu'il faut préparer les acteurs politiques pour une meilleure connaissance du code électoral, du processus électoral et la gestion des contentieux. Vraiment ça, il faut des consensus forts entre pouvoir et opposition pour qu'il n'y ait pas de débordement. Oui. Voilà. Mamadou Siaba, vous êtes analyste politique. Comment est-ce que vous voyez le discours politique actuel? Bon, c'est un discours trop électoraliste. Hein, en ce sens que chacun veut être aujourd'hui maire, que ce soit le parti du pouvoir au pouvoir. Pas seulement en perspective de ces élections, mais de manière plus globale. Oui, c'est de manière globale. Si vous voulez, le discours politique, il s'appauvrit. Hein, c'est des querelles de personnes qui masquent une faiblesse majeure. Les gens préfèrent se quereller pour être candidat, se quereller pour être maire, mais ils ne se querellent pas par rapport au projet. Il n'y a pas de bataille autour de, par exemple, regardez ce qui se passe dans la région de Dakar. La ville de Dakar attire toutes les passions pour être maire de la ville de Dakar. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas un projet. Hein, quelqu'un du pouvoir ou de l'opposition n'émerge pas pour dire voilà l'offre que je propose à la commune, à la ville, dans 5 ans, dans 10 ans. Ils sont tous pris dans l'engrenage des tensions, des querelles d'ambition. Et de manière générale, je crois que la classe politique n'a pas véritablement de discours politique. On n'est plus dans l'ère des programmes, dans l'ère des questions majeures, par exemple que ce soit la mondialisation, que ce soit les questions de l'emploi. Les véritables questions, si vous voulez, du Sénégal ne sont pas traitées. Et c'est ça qui fait que le discours politique, il est pauvre. Bon, il n'attire plus. Hein, il n'attire plus. On n'y croit plus. En tout cas, de moins en moins, on croit au discours politique, on croit plutôt à des hommes. Hein, on croit à quelqu'un parce qu'il est proche du pouvoir, on croit en quelqu'un parce qu'il a des moyens, ou on suppose qu'il a des moyens, ou qu'il a le soutien des leaders traditionnels ou du pouvoir religieux. On croit plutôt, si vous voulez, il y a une personnalisation du jeu politique au détriment du programme, au détriment du discours, au détriment même de quel est le type de citoyen. Pourquoi les acteurs politiques ne réfléchissent pas sur le Sénégalais dans 5 ans, dans 10 ans, se projeter. C'est ça qui fait qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a un fossé entre les politiques et les populations. Et ce fossé-là, il s'agrandit, ça discrédite les partis politiques. Si vous voyez même, entre guillemets, la pagaille qu'il y a au niveau de ces élections locales, vous vous rendez compte que finalement, c'est une histoire de conflit interpersonnel. On ne se bat pas pour un territoire, on ne se bat pas pour une région, pour un programme, mais on se bat pour des postes. Et ces jeunes qui sont mis en avant comme en sorte de bouclier pour régler peut-être des différends politiques, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est récurrent. C'est récurrent au Sénégal. À un moment donné, tout le monde parlait d'embrigadement de la jeunesse. Les appareils politiques ont tout fait pour embrigader soit les élèves ou les étudiants ou les populations, les jeunes analphabètes. L'embrigadement. Bon. Malheureusement, cet embrigadement a échoué. Les jeunes ne sont plus dans les partis politiques. Ils sont en dehors. Ils sont plutôt dans le mouvement associatif. On a l'impression que c'est plutôt le contraire. Non, ils s'investissent plus dans l'associatif, le communautaire, que dans le politique. Il y a moins de militants dans les partis politiques. Si vous regardez même le corps électoral, ce qui fait la différence, ce n'est jamais les militants, c'est les électeurs qui sont sans parti, c'est eux qui font basculer les élections en général, particulièrement les élections locales. Donc, si vous voulez, la jeunesse, c'est lâcher la canon. Parce que c'est elle qui est là physiquement, elle est assez bien importante, elle participe à la mobilisation pendant les élections. Bon, quand il faut se battre, c'est les jeunes. Donc c'est la chair à canon par excellence.
que ce soit pour le pouvoir ou pour l'opposition, la jeunesse est vraiment la victime de ce jeu politique-là. Et bon, il faut nuancer, c'est une jeunesse désœuvrée qui est utilisée comme chair à canon. Mais les jeunes qui sont à l'école ou à l'université ou qui ont compris à peu près la crise des appareils politiques, on ne peut plus les manipuler. Mais on se souvient de cette bataille rangée il y a quelques mois à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ici, des étudiants, de jeunes étudiants quand même. Oui, ça c'est à l'intérieur de la jeunesse. À l'intérieur. Et même là, si vous voyez aujourd'hui, on peut faire une différence très nette entre les étudiants il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les gens se battaient autour de la bonne gestion de l'amicale ou autour d'un syndicat des étudiants ou des revendications qui intéressaient l'ensemble de l'université. Mais aujourd'hui, on se bat pour le contrôle de l'amicale. Et pour l'essentiel, c'est pour gérer les ressources des amicales. On se bat aussi pour des hommes politiques. Oui, bien sûr qu'il y a toujours des militants, mais c'est une minorité. Elle est devenue tellement minoritaire qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ces militants, c'est eux qui s'entretuent. C'est pas les étudiants entre eux, c'est des dirigeants des amicales ou les responsables de partis politiques qui se disputent, qui ne peuvent même plus discuter entre eux. Ils préfèrent utiliser le muscle que l'argument. Ça aussi, c'est malheureusement la réalité qui est dans nos campus depuis quelques années. Et quand on parle si on prend l'exemple de 3 hommes politiques qui représentent quasiment l'opposition actuelle, Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et Khalifa Sall, ils se sont alliés en perspective de la présidentielle de 2024. Mais l'État détient des dossiers sur chacun, on le sait. Est-ce que cette alliance pourrait aller loin selon vous? Oui, elle peut aller loin en ce sens qu'aujourd'hui, ils sont tous les 3 que vous avez nommés, sont d'accord pour appartenir à une même coalition et faire face à un régime. Donc le discours, ils partagent quand même une alternative, que ce soit Khalifa, Barthélémy ou Sonko. Ils sont dans une perspective de changement de régime. Là, ça, ils sont soudés. Maintenant, c'est vrai que les dossiers judiciaires constituent des handicaps. Oui. C'est des handicaps. Khalifa est un exemple très négatif, mais révélateur des risques que courent chacun d'entre eux. Il a été privé d'une course présidentielle. Bon, Barthélémy, il risque également. Il risque le même sort que Khalifa Sall s'il venait à être élu maire de Dakar, vu qu'il est candidat. Oui, s'il va en procès, il ne sait pas quelle va être la décision. Cette fois, il est condamné. Voilà, s'il est condamné, s'il est privé d'une possibilité de participation, sa vie politique va en tout cas être ralentie et peut-être même, il risque de subir le sort de Khalifa. La révocation. Voilà. Bon, maintenant aussi, Ousmane Sonko, c'est pareil. Donc, si vous voulez, cette pression judiciaire fait qu'ils sont condamnés à aller ensemble aux élections futures, mais également à faire face ensemble. Parce qu'aucun d'entre eux ne peut faire face à la majorité présidentielle. Donc, ils ont intérêt. Maintenant, c'est vrai que on a vécu le cas de Khalifa. On attend Barthélémy. Sans oublier Karim Wade aussi. Voilà, Karim, c'est un autre exemple pour montrer que, en tout cas, il y en a trop. Il y a trop d'opposants que le pouvoir a exclu des grandes compétitions. Et justement, par rapport à ça, le rôle de l'État, qui est tout le temps accusé de vouloir éliminer ses adversaires politiques. C'est l'éternelle question qu'on a au Sénégal. C'est-à-dire que notre État dépend du président de la République. Le président de la République, il a tous les pouvoirs. Donc finalement, cet État-là se confond au président de la République, au parti du président et à sa majorité. On n'a pas une séparation des pouvoirs au Sénégal. C'est ça la difficulté majeure. On pensait que Macky Sall allait diriger ou gouverner dans le sens de la séparation du pouvoir. Mais malheureusement, les opposants ont raison de dire que le président et sa majorité utilisent la justice pour écarter des opposants. Khalifa, c'est un cas. Karim, c'est un cas. Barthélémy risque de l'être. Sonko, c'est l'incertitude d'ici 2024. Peut-être que ça risque de le rattraper d'ici 2024, on ne sait jamais.
Oui, en tout cas, c'est inédit quand même au Sénégal qu'on utilise l'État contre un adversaire. Je crois que si j'ai bonne mémoire, depuis que Abdoulaye Wade a créé son parti en 1974, il n'a pas été privé d'une élection. Malgré les déboires, malgré les conflits et les tensions entre Diouf et Wade, le PDS a participé. C'est ça qui a façonné le PDS. On a permis au PDS d'éprouver ses capacités à gagner des locales, à aller aux législatives, aux présidentielles. Si le PDS est devenu un grand parti de contribution, c'est parce qu'on lui a permis de participer. Malheureusement, depuis 2012, on ralentit cette démocratisation-là. Et maintenant, il faudrait que les Sénégalais, en tout cas les hommes politiques, retrouvent le sens de l'État. Il faut restaurer l'État, restaurer la séparation du pouvoir et permettre aux hommes politiques de participer pleinement à la démocratie. Maintenant, ça ne veut pas dire c'est l'impunité. La justice, si elle est indépendante, elle va prendre des décisions. Si on est fautif, on est jugé, condamné ou relâché. En tout cas, merci beaucoup, merci Albert. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et la suite de la totale, c'est juste après ceci. L'agriculture est au cœur de ses atouts économiques, sans compter ses ressources minières. Située au nord-est du Sénégal, Matam fait malheureusement partie de ces régions qui n'arrivent pas à tirer profit de leurs richesses internes. Les retombées de l'exploitation du phosphate, par exemple, sont encore très faibles. Le taux de chômage est non négligeable. Alpha Oumar Diallo. La 11e région du Sénégal regorge d'un potentiel de ressources agricoles et minières qui lui donne tous les atouts économiques pour être parmi celles qui pèsent sur l'économie du Sénégal. Les atouts économiques sont d'abord l'agriculture, l'élevage et la pêche. Nous avons également la terre, l'eau et le soleil. Donc ça, c'est un atout à exploiter. Il nous faut plus d'aménagement hydro-agricole. Nous allons favoriser aussi l'exploitation privée. Pour l'agriculture, tout le monde le sait, l'agriculture est la base du développement. Comme nous avons la terre, l'eau et le soleil, c'est l'exploitation de ces ressources. Il y a la population active, les jeunes, je veux dire les jeunes qui sont là, qui sont intéressés à l'agriculture. Ça, c'est l'occasion quand même de freiner les jeunes qui restent dans leur territoire et ne pas traverser la mer, etc. Au-delà de l'agriculture et de l'élevage, les ressources minières, en l'occurrence le phosphate, couvrent une forte superficie dans la région où les populations n'en bénéficient pas suffisamment. Les phosphates, ça c'est un atout. Mais pourvu que l'exploitation soit sérieuse et dans l'intérêt de la population. Il faut que la population puisse savoir ses ressources. Il faut qu'il y ait des retombées. Il faut qu'il y ait. Donc c'est ça pour nous. Vraiment, nous souhaitons que l'État vraiment met l'accent sur ça, afin que nous puissions utiliser les ressources à l'intérêt de nos populations. Si l'agriculture et l'élevage marquent leur présence avec des atouts économiques remarquables, c'est tout à fait le contraire pour les ressources minières de Ndendori. Matam, aux yeux de beaucoup, ne parvient toujours pas à pêcher les grands poissons dans le domaine. Par ailleurs, les phosphates de Agnam non exploités posent une autre équation dans une région où le taux de chômage gangrène de jour en jour les espoirs. Merci beaucoup Amadou Mardialo, notre correspondant à Matam. Matam, justement, tout sur la région. C'est avec Mamadou Ndiaye. Bonsoir Mamadou Ndiaye. Oui, bonsoir Adama. Et vous recevez ce soir Mohamed El Béchir Sall. Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes gestionnaire des ressources humaines, communicant et acteur économique. Matam Ouan, c'est à vous. Oui, c'est un plaisir que nous recevons Bachir, qui est un natif, et il aime bien sa région. Bachir, nous avons suivi donc l'élément du jeune reporter de ITV à Matam. Matam a beaucoup de choses. Et en même temps aussi, on peut dire que Matam a peu de choses. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Bonjour, Mamoudou. Merci pour cette invitation. Et effectivement, vous avez raison, c'est un paradoxe. Matam a beaucoup de choses et Matam n'est pas concrètement riche. Matam a des terres fertiles, Matam a un sous-sol riche, Matam a l'eau, Matam a le soleil. N'est-ce pas? Matam a une population en grande majorité jeune et une bonne partie de sa population aussi dans la diaspora, donc très dynamique. Alors, est-ce que il y a des moyens d'organiser tout ceci, ne serait-ce que pour renverser la table, permettre donc à Matam maintenant de bénéficier de ses atouts? Oui, il y a des moyens, mais je pense que la première condition à réunir pour que Matam puisse bénéficier de ses atouts, c'est une vision, c'est de l'ambition pour ce terroir. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on parle du potentiel de Matam en parlant de terre, de soleil, de vent, d'eau. Or, ce potentiel, il est là depuis 60 ans. Et aujourd'hui, on en est là encore à parler d'exploitation de ce potentiel. Ça pose problème. Tout à fait. On a constaté également que du point de vue de l'étendue de la superficie, Matam est la seconde région la plus vaste, mais sa population est inférieure en termes de proportion par rapport donc à l'étendue. Est-ce que ce déficit démographique pénalise Matam, en plus maintenant des voyages massifs des ressortissants de Matam justement vers la diaspora? Non, je ne pense pas que ce déficit soit pénalise Matam. Parce que effectivement Matam a une bonne frange de sa population à l'extérieur, mais il faut comprendre que cette population elle est très dynamique, elle participe à la vie de Matam. Par des flux financiers, par des transferts monétaires. Aujourd'hui, les euros circulent comme des CFA dans cette zone. Mais au-delà de ça, depuis mon enfance, tout ce que nous avons eu, peut-être que maintenant la tendance elle change avec les politiques gouvernementales, mais de mon enfance, tout ce qui était infrastructure postale, tout ce qui était centre de santé et autres, tout ce qui était école, c'était des réalisations des ressortissants de cette région dans la diaspora. Restons encore sur la question des terres. Donc je disais que la population disons la région n'est pas densément peuplée, mais il y a quand même des terres, il y a un appétit foncier. Est-ce que ça ne risque pas d'arriver qu'il y ait comment on appelle ça, des appétits ou peut-être une crise, voilà, parce que les gens veulent des terres et peut-être ils n'en reçoivent pas. C'est un problème, mais qu'on peut anticiper pour le régler. Les terres sont là, mais la terre n'a de valeur que si elle est exploitée. Mise en valeur aussi. Effectivement, que si elle est mise en valeur. Il faudrait, dans la transparence, voir avec les populations comment les mettre en valeur, avec des projets dans lesquels les populations se retrouveront. Je donne un exemple. La SAED, elle est là depuis 65. Je pense qu'ils viennent de terminer leur 13e lettre de mission. Mais moi, en tant que ressortissant de cette région, je ne vois pas réellement l'impact de la SAED sur la vie des populations de Matam. Des populations matamoises. Ah oui, d'accord. Depuis 65 ans, elles ont dû dire. Donc, il faudrait peut-être faire le bilan de la SAED. Essayer de rectifier le tir, voir ce qui est possible. En tout cas, ma conviction est que
Matam est très riche avec son potentiel et que ces populations doivent pouvoir tirer de l'agriculture, en tout cas, beaucoup de choses. Est-ce que maintenant la région est prête, puisqu'on a vu les potentialités, est-ce qu'elle est prête maintenant à passer à une étape d'industrialisation, si bien qu'elle mettrait en transformation les produits du cru issus justement de ces terres? Je pense que la région elle est prête, les populations sont prêtes, mais il faudrait un engagement plus osé, plus marqué des ressortissants de cette zone qui sont hommes d'affaires, des intellectuels de cette zone, des compétences de cette zone. Il faudrait une implication vraiment plus marquée de leur part. Autrement dit, une sorte d'aggiornamento pour parler de la région et justement des opportunités de la région pour de parler de la région, mais avec du concret. Okay. On a remarqué aussi que votre région, la région de Matam, détient par certains de ses fils les plus grosses fortunes de ce pays-là. Mais pourquoi ces fortunes ne s'impliquent pas dans le développement de la région de Matam? Une question que je me pose aussi, Mamadou. Je vous ai dit tantôt qu'il faudrait de la vision et de l'ambition. Effectivement, nous avons des fortunes dans la région de Matam. Mais il faudrait que les gens investissent dans ce qui peut créer de la valeur de l'emploi. Aujourd'hui, vous allez à Matam, le taux de chômage il est élevé. Les quelques emplois disponibles, c'est des emplois sans qualification, c'est des gardiens, c'est des chauffeurs que les organismes présents dans cette zone veulent bien donner. Or, ça ne développe pas. Est-ce que cela veut dire que la jeunesse de Matam ne profite absolument pas des politiques d'emploi qui sont jusque-là mises en place? Écoutez, elle ne profite vraiment pas. La jeunesse de Matam, c'est des emplois de gardiens, comme je vous ai dit, de chauffeurs, d'ASP. Ou bien d'emplois non qualifiés au niveau des phosphates de Matam, qui sont aujourd'hui dans leur exploitation dans une dynamique artisanale. N'est-ce pas? Une exploitation artisanale. Or, c'est un projet qui aurait pu vraiment créer énormément d'emplois qualifiés et que les populations de cette zone puissent s'y retrouver. Et on disait d'ailleurs dans le reportage de tout à l'heure que les populations directement impactées ne profitent absolument pas des retombées de l'exploitation du phosphate, par exemple. Non, elles ne profitent pas du tout. Elles ne profitent pas du tout. Et je pense qu'il faut, de la part de nos gouvernants aussi, plus de vision, plus d'ambition, plus d'engagement. Je donne un exemple. Il y a 2 ans, il y avait un projet d'une sucrerie dans la zone de Matam. J'ai pu mettre le contact entre les investisseurs et la municipalité de Matam. C'est un projet sur 3000 hectares qui allait au bas mot créer 2500 emplois, qui allait révolutionner le visage de Matam avec de nouvelles bâtisses parce qu'il y aurait un besoin de logement, mais ça n'a pas abouti. Alors, qui dit Matam dit fleuve Sénégal, qui traverse d'ailleurs la région sur près de 200 km. Est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité quand même de faire renaître, n'est-ce pas, le fleuve, ne serait-ce que par sa navigabilité, en jonction avec Podor et Saint-Louis, pour permettre donc au fleuve de faire vivre donc les populations riveraines de part et d'autre, la Mauritanie aussi, de faire vivre en fait les populations riveraines du fleuve, de façon à ce que peut-être le transport terrestre ne tue pas le transport fluvial. Mamadou, vous avez totalement raison. D'ailleurs, d'où l'intérêt que personnellement j'attache aux activités de la Sogenav, qui est une filiale de l'OMVS, qui est en train de draguer le fleuve avec des perspectives de construction de ports à Matam, Podor, Dagana, Bakel. Effectivement, avec le fleuve, c'est un atout parce qu'il rend la région de Matam économiquement concurrentielle. Parce qu'on pourra, avec ce dragage, on pourrait transporter énormément plus de produits venant de cette zone à un coût moindre. Et ça, encore, c'est très bien. Si on parle de géostratégie,
la région de Matam fait face à deux régions de la Mauritanie, c'est le Gogol et peut-être aussi, disons, la zone de Magama. Mais c'est des villes mauritaniennes qui sont assez dynamiques, ou du moins en tout cas qui composent maintenant le présent avec beaucoup de dynamisme. Est-ce que Matam et ses ressortissants sont conscients des enjeux pour devoir avoir une ambition, n'est-ce pas, qui transcende un peu peut-être même la zone territoriale de Matam? Mais je pense que cette ambition, ce n'est pas seulement les populations de Matam qui devaient l'avoir, c'est les populations de Matam, les populations riveraines de la Mauritanie et même les populations du département de Podor. Oui. Parce qu'il faudrait qu'on ait, justement, je reviens toujours à la vision et à l'ambition, faudrait qu'on ait une volonté pour créer des zones économiques intégrées dans cette zone-là, entre la Mauritanie et le côté du Sénégal. On va terminer en souriant, parce que Matam, c'est aussi une zone très chaude, une population juvénile assez bruyante même, hein, surtout à l'approche justement des enjeux électoraux. On les entend souvent. Ça, c'est dans le sang des Matamois ou bien c'est... qu'est-ce qu'il explique? J'ai toujours connu Matam très chaude politiquement, oui. Mais je pense que ça n'a pas toujours donné les résultats, en tout cas, attendus, souhaités. Il faudrait que les populations de Matam transcendent ces questions politiques-là et poussent leurs élus et les gouvernants à plus d'engagement, à plus de vision pour un développement de cette zone qui n'a pas trop bougé depuis mon enfance. Alors, il y a un aspect qui, maintenant, ne concerne pas que Matam, mais au moins que Matam est assez impacté par rapport à cette situation-là, c'est le changement climatique. On a vu que la région de Matam, dans les temps anciens, était une région très abondante, très fournie en forêt, en bois, mais aussi en cours d'eau. Et au cours des années, effectivement, voilà, tout ça s'est asséché, donc la région est devenue un peu plus affectée sur le plan donc, du climat. Que faudrait-il faire pour que Matam revive sur ce plan-là et trouve maintenant des solutions palliatives justement pour atténuer un peu les effets du climat? Je pense qu'il y a au niveau du barrage qu'on revoit un peu la régulation. Il y a aussi, il faudrait un engagement plus marqué de l'État dans le cadre de la reforestation de cette zone qui a été très agressée. Ndendori, c'est voilà, une zone d'exploitation des phosphates, mais n'y a-t-il pas lieu peut-être de procéder quand même à une transformation des phosphates sur place, comme les phosphates de Thiès le sont à partir de Thiès, ne serait-ce que créer de la valeur ajoutée et permettre donc une requalification des jeunes de la place pour ne plus être simplement dans des emplois précaires? Absolument, je pense que Mamadou, il faudrait remettre la zone de Ndendori, les champs de phosphate, sur le marché, et que des investisseurs qui ont les reins solides et qui ont la technicité viennent. Aujourd'hui, je pense que la société qui exploite aujourd'hui ces phosphates me semble disqualifiée parce que les populations ne voient pas, en tout cas, le retour de cette exploitation-là. Voilà. Il a bien plaidé pour la région de Matam et je pense qu'il l'a fait aussi avec le brio qu'on lui connaît. Bachir, merci. Merci Mamadou. Et puis un prochain rendez-vous sûrement quand Matam aura éclos un peu ses potentialités. À très bientôt, j'espère, pour parler d'un projet ambitieux à lancer sur Matam. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamed El Bachir. Ça, je rappelle que vous êtes gestionnaire des ressources humaines, communicant et acteur économique originaire de Matam. Merci également à vous Mamadou Zundiaye. Et à dimanche prochain. On enchaîne tout de suite avec Ailleurs A. Direction Espagne, attention, pas d'Europe, mais du Sénégal. C'est en fait l'un des plus grands quartiers de Mbour qui malheureusement semble oublié dans les politiques de développement. Les habitants se plaignent de pénurie d'eau récurrente, pas d'électricité non plus. Leur cri du cœur dans cette correspondance de Montaga Kane. Le quartier Espagne, qui compte l'une des plus grandes agglomérations de la commune de Mbour, manque de tout.
Ses habitants ne cessent de crier leur ras-le-bol en vain. On n'a même pas de puits pouvant nous donner de l'eau potable. Nous sommes obligés de payer 800 francs au chariot. Pour que nos enfants puissent aller à l'école, nous sommes obligés de nous lever très tôt, munis de torches pour les aider à joindre le quartier Poulailler où se trouve l'arrêt du bus. On ne connaît les poteaux électriques que de vue. On n'a pas d'école, ni des infrastructures de santé. En vérité, il n'y a rien dans les quartiers périphériques. Les autorités municipales ne se soucient que du centre-ville. On dirait qu'on est dans une forêt, alors qu'on est en plein dans la ville. Il faut dire que l'équipe municipale n'est là que pour ses propres intérêts. Ces habitants, qui ne savent plus à quel saint se vouer, espèrent voir leurs conditions de vie s'améliorer avec la prochaine équipe municipale. Nous souhaitons que la prochaine équipe municipale n'agisse pas de la même sorte que leurs prédécesseurs. Mbour est érigé en département depuis très très longtemps. Rien n'est fait dans cette ville-là. Seul le quartier Escale est pris en charge. L'abri provisoire qui sert d'école élémentaire est dans un si piteux état qu'on ne peut imaginer que des coups puissent y être dispensés. Se marier, c'est entamer une nouvelle vie, beaucoup de responsabilités, des compromis aussi et tout ce qui s'ensuit. Beaucoup de couples choisissent alors de vivre séparés de la belle famille. Ça a des avantages, oui, mais il y a aussi le revers de la médaille et c'est ce que nous allons tout de suite découvrir dans Bouillon Culture avec Boubacar Dieng. Médina, un quartier populaire de la capitale sénégalaise, un endroit où vivent des couples, en famille ou non. Ces femmes d'une même génération sont réunies pour discuter. Elle est l'une d'elles. À son avis, il est toujours bénéfique pour un couple de vivre avec les parents de l'époux. Un jeune couple gagne beaucoup à vivre avec les parents de l'homme. Il y a un adage qui dit que seuls les adultes peuvent veiller à la stabilité d'un couple. Cela se fait à travers des conseils, recadrer les deux conjoints. C'est pourquoi nos grands-parents préféraient que leurs enfants amènent leurs femmes dans la maison familiale. Cet homme illustre parfaitement ses propos. Il est jeune marié et vit avec sa famille. Si vous vivez en famille avec votre épouse, quand vous avez des problèmes, même sans le dire, votre maman peut le savoir à travers vos comportements. Et là, vos parents vont vous conseiller, vous montrer comment ils ont vécu jusqu'à présent dans la paix sans se séparer. Elle, par contre, vivait avec sa belle famille jusqu'au décès de sa belle-mère. Elle en garde de bons souvenirs. Je vivais avec ma belle-mère et sa fille cadette. Quand elle s'est mariée, la famille s'est séparée. Mais j'aurais aimé vivre en famille pour que nos enfants puissent se connaître. Trois personnes, trois profils différents, toutes partagent l'idée de vivre en famille après le mariage, une idée qui tend à disparaître avec la dislocation de la cellule familiale. Boubacar Dieng avec nous sur ce plateau. Merci Boubacar pour ce sujet et bienvenue. Merci beaucoup Adama. Et vous l'avez dit dans votre dernière phrase, cette idée de vivre en famille tend à disparaître dans nos sociétés actuelles. Quelle est l'explication? Donc l'explication que nous pouvons donner à ce phénomène, c'est la modernisation et l'occidentalisation de la société africaine, plus particulièrement de la société sénégalaise. Actuellement, les gens préfèrent vivre en aparté dans les appartements. Et moi. Oui, toi et moi, comme l'a dit Djamil Diagne dans son intervention, toi et moi, donc la belle famille, les parents sont exclus de cette cellule-là. Maintenant, ils restent de l'autre côté. Vous vivez votre vie dans un appartement entre quatre murs. Quand il y a des problèmes, et quand vous êtes aussi des jeunes, ces problèmes-là ne pourront pas se régler tant qu'il n'y a pas l'un de vous deux qui a cet esprit de maturité-là, de dépassement, pour pouvoir poser le premier pas pour que vous pouvez, pour que vous réconciliez.
À la limite, vous faites appel aux parents qui sont de l'autre côté. Si vous ne le faites pas, donc vous en viendrez aux mains ou bien même au tribunal. Forcément. Bon, puisque ce sont des jeunes, il y a le sang est chaud. Voilà, donc la fougue de jeunesse, donc ça peut aboutir à tout, raison pour laquelle jadis nos grands-parents préféraient que leurs enfants vivent avec leurs femmes. Pour qu'il y ait cette sorte de médiation. Voilà, pour qu'il y ait des médiations. Quand il y a problème, on règle ces problèmes-là en famille pour que cela n'aille pas au tribunal. Mais il y en a qui sont persuadés que les problèmes des couples viennent particulièrement de la belle famille. Oui, ça existe aussi. Ça existe aussi. C'est le revers de la médaille, comme vous l'avez dit tantôt dans le lancement. Donc, il y a aussi des belles-mères ou bien de beaux-pères qui sont à l'origine des problèmes de leur famille, bien des ménages de leurs enfants. C'est pour cela d'ailleurs que les femmes particulièrement, elles ne souhaitent plus aller vivre chez la belle famille. Oui, d'une part, c'est la raison pour laquelle elles préfèrent vivre dans des appartements. Mais vivre dans des appartements aussi a des inconvénients, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de réconcilier. Donc, et pour en revenir à ces accusations, pour en revenir à ces accusations, une partie de la société qui pense que les problèmes viennent justement de la belle famille. Voilà, donc ils pensent que ces problèmes viennent de la belle famille. Maintenant, pour réconcilier le tout, c'est-à-dire pour essayer de revenir à cette société traditionnelle que nous avions, vivre en famille, ce qu'il faut faire, c'est réconcilier d'abord quand les deux conjoints donc, ne sont pas encore mariés, faire en sorte que la fiancée vienne souvent rendre visite donc, à sa belle famille. Ça pourra lui permettre d'entrer en contact avec cette belle famille-là, les connaître, de façon quand elle sera mariée à l'homme, donc au sein de la famille, il y aura une cohésion, donc une bonne entente, ce qui va favoriser aussi donc la belle entente ou bien une vie harmonieuse du jeune couple au sein de la famille. Et il y aura toujours des limites à ne pas dépasser. Des limites, est-ce que oui, bon, je ne pense pas qu'il y aura des limites à ne pas dépasser, mais il y aura la belle famille qui sera là, qui va encadrer le tout. Donc, ce qui va permettre à ce jeune couple-là d'avoir une bonne ligne directrice pour avoir un couple harmonieux. Merci Boubacar Dia. Je vous en prie. Et c'est quoi votre choix, vous? Vivre en famille ou toi et moi? Ça dépendra. De quoi? Ça dépendra en tout cas. Merci en tout cas Boubacar Dia pour ce sujet qui va nous servir d'ailleurs de transition pour tranche de vie, et nous imaginons tous la douleur de cette maman qui a perdu ses 3 seuls enfants dans des conditions atroces. Ce drame, je le rappelle, qui s'est produit à Sacré-Cœur résonne encore dans l'actualité au Sénégal. Le docteur Falla Paye qui tue ses enfants et se donne la mort ensuite. Surmonter cette épreuve est extrêmement difficile. Et ce soir, dans Tranche de vie, vous allez entendre le témoignage d'une femme qui a elle aussi perdu ses 2 enfants dans des conditions très compliquées. Sa vie en est à jamais bouleversée. Et elle a bien voulu partager son histoire avec Astoukan et Sidignan. Regardez. Un père de famille met fin au jour de ses 3 enfants avant de se suicider. Une affaire qui a défrayé la chronique. Ce drame inédit a touché la sensibilité de plus d'un. Le drame n'a pas échappé à ce psychologue qui juge cette situation terrifiante pour toute femme l'ayant vécue. Oui, une terrible situation. Il ne peut y avoir un choc, en tout cas plus grave, plus traumatisant que ce choc-là. Sûrement, j'imagine que la femme actuellement, elle est dévastée, elle est sous le choc émotionnel. Et rien n'est plus normal qu'elle en souffre à un niveau, en tout cas, incompréhensible. La perte de son enfant, l'agonie d'une mère contrainte d'endurer cette lourde épreuve. Cette mère de famille en est une illustration parfaite. Recroquevillée sur elle-même, le regard triste et lointain, ce meurtre a remué les cendres. yërëm ko rek amul bis damay visionner vidéo yi di xool xale yi ndax kenn ki presque 11 ans la amoon de te sama doom bi muy génn àddina 12 ans moom sax matagul damay xool xale bu góor bu mag bi xam yaayam li muy dund fan yi man li muy dund man xam naa ko bu baax ku ko dundul nag mënuloo ko xam lii góom la boo xam ne ci sa xol lay nekk du dañ man
moom ñetti doom la amoon mu ñàkkandoo leen malgré que nag ñàkk yi du benn ndax kii dañ leen buum man sama ay doom sama borom bi moo yemale woon seen dund fii jël ko góor ki jël keneen ki waaye nag lu metti la loo xam ni doo ko fàtte illaa yow mi diin da ngay dund ak moom tous les jours amul bés boo yeewu te affaire bi du beesaat ci yow ku nekk xam na doom ni mun saxe ci xol nga am doom di ko yaakaar yàlla ñëw ak mbiram. Dans ce genre de situation, l'individu a besoin du soutien de sa famille, de la société, ainsi que d'une prise en charge d'un spécialiste, souligne le psychologue. Aujourd'hui, il n'y a pas une prise en charge. S'il n'y a pas un accompagnement nécessaire, cette femme-là ne pourrait pas, je dis bien ne pourrait pas, sauf cette forte capacité à rebondir, je dis que ça sera difficile qu'elle s'en sorte seule. Si d'abord elle n'est pas aidée par son entourage, si elle n'est pas aidée par un spécialiste, si elle n'est pas aidée par la société. Il y a cette lettre qu'il ne faut pas oublier. Cette lettre qui, je dirais, elle est aussi choquante, justement, que le meurtre lui-même. Pendant longtemps, elle marchera dans la rue et que peut-être elle va penser que tel individu a lu la lettre. Donc évidemment, elle aura besoin d'un soutien. Comme tout bon croyant, elle conseille aux mères éplorées d'être résilientes, d'accepter la volonté divine et recommande aux Sénégalais de ne pas s'empresser, de juger. soo demee ba nga xam ne léegi pour nga nelaw da nga dépendant ci garab nga foofu la métit mën yem mais nag bu fekkee ne yàlla may na la nga gëm da ngay delloo yëpp ci loxoom da ngay dund ak moom ci jaamu yàlla di lay ñaanal que kenn jugé parce que métit bi dafa rëy da nga koy ñaanal yàlla may ko xolu muñ na ko yàlla may xol yàlla may ko mu supporter surtout mu supporter waaw. Arracher un être de l'affection de sa mère, un drame dont la douleur reste inestimable. Obligé de survivre, le soutien, l'accompagnement et les prières deviennent une force pour cette mère en souffrance. Et cette semaine, c'est Badara Diop, chef du service communication de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations ACPEX, et partage avec nous sa routine pour passer justement une bonne semaine. Alors, ma méthode à moi pour préparer la semaine, elle est très simple. D'abord, c'est bien me reposer pendant le week-end. Il m'arrive parfois même de rester le vendredi, le samedi et le dimanche cloué dans la maison, entre le salon, la chambre, la cuisine. Une façon de bien préparer la semaine, parce que pour moi, pour bien préparer la semaine, il faudra bien se reposer pendant le week-end. Il m'arrive parfois d'aller en week-end à Kaolack où j'habite, mais au retour, je suis tellement fatigué et j'ai même pas envie de reprendre le boulot le lundi. C'est la raison pour laquelle je prends mon temps pour bien se reposer pendant le week-end. Alors, le conseil que je donnerais aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, c'est de bien se reposer le week-end. Quand on se repose bien le week-end, on est vraiment en forme pour reprendre une très bonne semaine. Voilà, merci beaucoup. Et c'est la fin de la Totale Dimanche. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Et moi, je vous retrouve demain pour le 19h45.